Hello à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un épisode sur le prix. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'on trouve qu'un prix est cher? Pourquoi est-ce qu'on trouve qu'un prix est pas assez cher? Pourquoi est-ce que le même prix va avoir une connotation, une résonance différente en fonction des personnes, en fonction des circonstances, en fonction de pas mal de paramètres que je voulais mettre en avant dans cet épisode. Je sais pas si c'est un épisode feel good, mais en tout cas c'est un épisode plus intellectuel, philosophique, psychologique, bref, tout ça à la fois. Et je vous posais une question qu'on m'a posée il y a pas longtemps, qui m'a fait réfléchir et qui est à l'origine de cet épisode. Alors du coup, elle est suffisamment intéressante pour que je vous la pose. Si je vous parle d'une maison à 1 million d'euros, est-ce que c'est cher ou pas cher pour vous? On m'a posé cette question et j'ai levé la main. Puis après, la personne a été en présentation, en conférence, et puis met une image d'une villa, une énorme villa vue mer, je sais pas trop où, peut-être aux États-Unis. Et la personne dit, et pour cette maison, est-ce que vous trouvez que c'est toujours cher ou pas? Et je me suis dit, mince, je me suis fait avoir. Et oui, je me suis dit, pour moi, c'est cher. Mais en réalité, ça n'a aucun sens si je sais pas de quoi on parle. Si je vous dis que cette maison à 1 million, c'est la maison de Johnny Hallyday, c'est la dernière dans laquelle il a vécu, à Marne-la-Coquette, etc. Est-ce que c'est cher ou pas 1 million? Si je vous dis que on parle d'un appartement à Lille de 40 mètres carrés, au premier étage, rien de particulier, est-ce que vous trouvez ça cher ou pas? Donc voilà. Vous avez probablement vos réponses, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'absolu avec un prix, et chacun va avoir sa référence. Là, j'ai grossi un peu le trait, mais on peut prendre d'autres exemples. Si je prends l'exemple d'un vélo électrique. Je prends l'exemple d'un vélo électrique à 2000 euros. Cher ou pas cher, un vélo électrique à 2000 euros? C'est cher si vous en avez l'utilité tous les jours, que c'est votre moyen de locomotion préféré pour vos déplacements du quotidien, et que vous consacrez, vous y apportez une certaine valeur, une valeur au déplacement bas carbone, ce genre de choses. Et puis à l'inverse, si vous faites tout votre trajet en voiture, vous habitez à la campagne, que vous n'êtes pas particulièrement sportif, ça va pas avoir beaucoup d'utilité. Donc au-delà même de la marque, du fabricant, de la qualité du produit, je vais vous dire, même si une super marque et que c'est un bon rapport qualité-prix pour un vélo électrique, bah honnêtement, si vous n'en avez pas l'utilité au quotidien, vous allez de toute façon pas y accorder beaucoup de valeur. Et puis, je pourrais prendre le même exemple, mais cette fois-ci qui est plus circonstanciel. Vous savez, comme quand on achète des bouteilles d'eau sur les aires d'autoroute ou des sandwichs sur les aires d'autoroute qui valent 2 à 3 fois le prix, vous pouvez les payer en supermarché. Bah, c'est un peu le même principe. Récemment, on s'est retrouvé dans un hôtel aux États-Unis. Et aux États-Unis, nous on est habitués à Dubaï, on boit pas l'eau du robinet. D'ailleurs, on l'a appris à nos dépens quand on est arrivé ici, parce qu'il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'en boire, et je l'ai payé le prix cher, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et donc là, aux États-Unis, on sait que c'est pas forcément un pays où il est recommandé de boire de l'eau au robinet, et donc du coup, on boit de l'eau en bouteille. On a trop été vaccinés par notre expérience à Dubaï, et du coup, on se retrouve à l'hôtel, on n'a pas de bouteille d'eau, enfin les seules bouteilles d'eau qu'on a à notre disposition, c'est celles du minibar. Et il n'y a pas les prix, ils sont malins. Bon, bref, on prend les bouteilles d'eau et puis on se retrouve à la fin du séjour que notre bouteille d'1 litre nous a coûté 15 $. Bon, ceci dit, au supermarché d'en bas, puisqu'on y allait après, les autres jours, elle nous coûtait quand même 8 $, ce qu'on trouvait exorbitant pour une bouteille d'1 litre. Tout ça pour dire que on était prêt à payer les 15 $ parce qu'on était à l'hôtel, qu'il était tard, qu'on était fatigué et qu'on avait clairement la flemme d'aller... Déjà, on connaissait pas le tarif, mais on avait clairement la flemme de voir si on trouvait un supermarché alentour pour essayer de trouver une bouteille moins chère. Évidemment que si on avait vu une bouteille de 1 litre à 15 € dans un supermarché, probablement qu'on l'aurait jamais acheté parce que il est fort à parier qu'à côté, il y aurait eu 3 packs d'eau équivalents pour le même prix. Donc, un prix est toujours attaché à une valeur, et notamment à une valeur perçue. Il n'y a pas de prix dans l'absolu. Le prix dépend du produit, de la qualité, du service, ok, du niveau de gamme, mais il dépend aussi de la perception de la personne qui voit ce prix et des circonstances. Et c'est de tout ça que je voulais parler aujourd'hui pour enrichir cette réflexion sur les prix, sur ce qui est cher, sur ce qui est pas cher, sur ce qui est à votre portée, sur ce qui ne l'est pas, en fonction, et vous faire aussi évoluer
sur est-ce qu'on regarde le prix ou est-ce qu'on regarde la valeur que ça peut nous apporter à nous, qui est évidemment pas la même que celle que ça peut apporter aux voisins. Donc c'est parti. On va d'abord parler de la notion de valeur la plus courante, celle qu'on connaît, qui est la valeur marché. On va dire que c'est l'appréciation la plus objective d'un prix, c'est celle que la majorité des gens est prêt à payer pour un niveau de service ou un niveau de qualité, en fonction qu'on parle d'un produit ou d'un service. Et c'est souvent la juste rencontre de l'offre et de la demande. Donc il y a des marchés qui sont très stables et qui offrent des niveaux de gamme, et on sait que voilà, pour tel niveau de gamme, on a tel prix. C'est pas la première fois dans ce podcast que je vais prendre l'exemple du coiffeur. On sait qu'un niveau de gamme, enfin une coupe femme entrée de gamme, on va être à peut-être moins de 30 euros. La coupe, je parle juste la coupe brushing, voilà, shampoing coupe brushing. Le plus gros du marché est sur la gamme standard. La gamme standard, c'est entre 30 et 40-45 euros la coupe femme. Voilà, ça c'est le gros du marché. Puis tout ce qui va dépasser les 50, 60, 70 euros, encore une fois juste pour la coupe, on est plutôt sur un segment de marché premium. C'est-à-dire que si je dépense 70 euros pour une coupe de cheveux, je m'attends à avoir un niveau de premium. Ça peut être les lieux dans lesquels je suis, la prise en charge, la attention qu'on m'accorde, évidemment la qualité du coiffeur qui peut-être a l'habitude de coiffer les gens de la télé, ou j'en sais rien, ou faire des défilés, ou de faire des mariages, ou bref, une compétence particulière. Donc il y a des standards de marché. Et donc, si j'offre une qualité standard, je vais me situer bas, milieu ou haut de gamme standard, mais je ne vais pas pouvoir appliquer un tarif de 100 euros la coupe si je fais si j'ai une offre standard. Pareil pour les voitures, peu importe la marque, mais on va dire une entrée de gamme, les marques d'entrée de gamme, on va être à 10-15 000 euros, petit modèle entrée de gamme. Ensuite, on va passer sur 15-20 000 jusqu'à 30-35 000. Et puis, voilà, vous avez compris le principe. Donc, ça, c'est la valeur marché. C'est un standard, c'est un référentiel qui va s'appliquer, qui va être en premier niveau d'appréciation de la valeur d'un produit ou d'un service. Et c'est communément accepté par l'ensemble des gens. Et donc, les gens vont je vais définir ce qui est acceptable pour moi de payer pour une coupe de cheveux. Voilà. Donc, est-ce que c'est acceptable pour moi de payer 15 euros, et à l'inverse, est-ce que c'est acceptable pour moi de payer 80 euros pour une coupe de cheveux? Et si à ces deux questions je réponds non, je trouve que c'est acceptable de payer en milieu de gamme, c'est-à-dire 30, 35, 40, maximum 45 euros pour une coupe de cheveux femme, je précise. Parce que les hommes, c'est encore différent. Ensuite, donc là, c'était la valeur marché. Ensuite, il y a un autre composant de la valeur qui est la valeur personnelle. Donc là, c'est la valeur subjective que nous, en tant qu'acheteurs, on accorde à un produit ou un service, et j'en ai déjà un petit peu parlé avec l'histoire du vélo électrique. Et c'est là que le prix devient une question qui est personnelle et contextuelle. Plus un produit ou un service résout un problème important pour moi, plus je suis prêt à y mettre évidemment un prix élevé. Et la question du vélo, elle rentre exactement dans cette catégorie-là, mais je vais vous prendre d'autres exemples. Si je prends un matelas à 2000 euros, si vous dormez bien partout, en toutes circonstances, ce prix va vous sembler exorbitant, absurde. Si vous avez régulièrement mal au dos depuis des années, que vous avez testé je ne sais pas combien de matelas, que la question du sommeil est compliquée pour vous, eh bien, le matelas à 2000 euros, c'est peut-être pour vous le standard. C'est-à-dire qu'en dessous, vous savez que ça ne vous conviendra pas et que c'est presque même un minimum qu'il vous faut mettre dans un matelas, en plus peut-être d'autres caractéristiques, pour que vous puissiez considérer qu'il a de la valeur à vos yeux. Parce que vous allez en retirer un certain bénéfice et que voilà, c'est des années d'expérience qui vous ont amené à cette conclusion. Je prends un autre exemple. Une place de concert à 150 euros. Si c'est un artiste que vous aimez vaguement, bon, c'est trop cher. Surtout qu'on va rarement à un concert seul.
Donc 300 balles à 2, 600 balles pour une famille de 4 personnes, ça commence à faire la douille. Si on parle d'aller voir Ed Sheeran, et que, comme moi, vous êtes fan d'Ed Sheeran, que c'est votre chanteur préféré, que vous êtes prêt à aller à Dubaï, à Miami, à Abu Dhabi bientôt, pour aller le voir, bah effectivement, c'est pas grand-chose, 150 €. Trêve de plaisanterie. Si c'est votre artiste préféré, que vous l'adorez, et qu'il passe rarement en France, je prends l'exemple de Céline Dion, par exemple. Céline Dion, tout le monde sait que elle est malade, qu'elle n'a plus fait de concert depuis 4 ou 5 ans, je crois, hormis sa prestation remarquée à l'ouverture des Jeux Olympiques. Si demain elle annonçait qu'elle pouvait à nouveau chanter et qu'elle faisait un concert en France, mais non seulement les places ne seraient pas à 150 €, mais probablement plus chères, mais je vous assure que le concert serait complet en 1 minute 30. Donc, c'est mon artiste préféré, il y a une rareté, voilà, tout ça c'est mes circonstances personnelles. Maintenant, si vous en avez rien à foutre de Céline Dion, qu'elle ait fait une belle performance en JO, qu'elle était malade depuis 5 ans, etc., que ce soit à 350 € ou à 35 €, vous n'irez de toute façon pas voir Céline Dion. Et puis, je le disais à l'instant, il y a aussi l'effet de rareté. Si Céline Dion, elle fait un concert tous les 10 ans, c'était le cas de Mylène Farmer par exemple il n'y a pas longtemps, si elle fait un concert tous les 10 ans, c'est pareil, vous allez sortir le porte-monnaie et trouver que ça les vaut bien. Et si je prends un autre exemple, qui est par exemple cette fois-ci le fait de faire une formation, d'investir sur soi, dans ses connaissances, et que mettons que cette formation, elle est à 2000 €. Alors ça peut être une formation dans votre domaine, pour vous améliorer dans votre domaine, pour vous lancer dans un nouveau domaine, pour apprendre à investir, enfin, peu importe finalement le domaine. Soit vous vous dites, attendez, de quoi on parle ? 2000 € alors que j'ai fait mon université, 5 ans à l'université, ça m'a même pas coûté 2000 €, que là on parle de 2000 € pour quelques PDF et quelques vidéos, c'est hors de question. Et puis vous pouvez vous dire, attends, je vais raisonner autrement. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de faire cette formation ? Je peux demander une augmentation. Je peux aller voir un autre employeur. Et cet autre employeur, je peux lui demander une augmentation. De combien ? Je peux potentiellement lui demander une augmentation 5 000, 7 000, 6 000, 10 000. Ah, ça change tout. Si je me forme à créer mon business, je peux peut-être envisager de gagner plus, ou tout simplement d'être plus libre de mon temps pour la même rémunération, ou faire quelque chose qui me plaît mieux. Ou alors, si c'est une formation dans l'investissement, je vais me poser la question de en combien de temps est-ce que je peux rentabiliser cet investissement initial. Donc là encore, en fonction de qui vous êtes, de vos circonstances personnelles, les prix que je vous annonce n'auront absolument pas la même valeur. Et enfin, dernier critère, un prix n'est pas perçu de la même manière selon, et ça semble un peu évident, votre situation financière. 100 € pour un resto en famille, pour certaines personnes, c'est la dépense annuelle, la sortie au resto annuelle. Et puis, pour d'autres, c'est ce qu'ils dépensent à eux seuls dans un restaurant, entrée, plat, dessert, vin. Donc, évidemment qu'on n'a pas la même perception en fonction de notre niveau de vie et de ce que ça représente sur la totalité de ce qu'on gagne. Récemment, j'ai pris un billet d'avion en business, premier voyage en business, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher pour de la business. Et donc je disais, waouh, c'est pas cher, donc c'était 2800 € l'aller-retour pour aller à Las Vegas, Paris-Las Vegas. Évidemment, pour quelqu'un comme moi, qui un patrimoine de plus d'1 million d'euros, qui va faire un voyage court, qui voyage régulièrement dans l'année, qui a besoin d'être fraîche, dispo, reposée, parce que j'estime que mon temps a de la valeur. Mais aller encore un petit peu plus loin, les gens qui voyagent régulièrement en business, tout le temps en business, ce qui n'est pas mon cas. Prenez quelqu'un qui voyage plus de 10 fois à l'année, notamment pour des raisons personnelles, un entrepreneur successful, qui, lui, valorise peut-être son temps à 1000 € de l'heure, j'en suis pas encore là, qui a des rendez-vous business, qui fait des voyages courts, qui ne peut pas se permettre d'arriver décalqué, parce que y a des voyages qui sont longs, avec des décalages horaires qui sont longs, ça peut être très problématique, et donc, pour un voyage de 4 jours, on met 10 jours à s'en remettre. Bref, pour cette personne-là, payer plus cher, ça va être un no-brainer, comme on dit. On va même pas se poser la question.
payer un voyage en classe affaires. Donc là, encore une fois, donc, plus votre revenu est élevé, plus la perception alors c'est pas plus votre revenu est élevé, plus la perception du prix change, pardon, j'avais marqué ça sur mes notes, ça n'a aucun sens, mais en fonction de vos revenus, votre perception du prix va évidemment changer. Ce qui me semble cher pour certains va devenir évidemment normal pour d'autres. Un prix est donc toujours relatif, il va dépendre de ces 3 facteurs, du marché, de vos circonstances personnelles et évidemment de vos moyens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on transpose la question du prix, non pas juste dans la dimension d'un achat, mais dans la dimension d'un investissement? On va y ajouter d'autres notions qui vont enrichir l'évaluation de est-ce que oui ou non ça vaut le coup. Quand on achète, non plus là, quand on fait plus une dépense, mais qu'on fait un investissement sur soi, investissement dans des actions, dans de l'immobilier, peu importe, on ne va pas juste regarder le prix, le coût initial. On va regarder d'autres choses. On va regarder ce que ça peut nous rapporter. Donc, l'évaluation du gain, le potentiel de gain. Ce qu'éventuellement, on va faire aussi quand on fait un achat. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qui peut être une dimension plaisir, qui souvent n'est pas évalué en retour sur investissement en argent comptant, mais qui va être évalué dans une autre monnaie. Par exemple, je vais payer 100 € pour une session de ski nautique. On sait rien, je vais faire du ski nautique. Et donc, je vais le rentabiliser en fun. Voilà, je vais être payé en fun. Moi, je paye le moniteur et lui, il me paye en fun, l'expérience, etc. Bon, pour un investissement, je vais évidemment l'évaluer en retour sur un investissement en fonction de ce que j'attends, du résultat que j'attends. Ensuite, donc, premièrement, on mesure le potentiel de gain. Deuxièmement, on va le mesurer aussi en effort à fournir pour obtenir le résultat. Là, prenons... alors, je vais changer, je vais faire un parallèle qui est super facile à faire avec la perte de poids. Et imaginons que vous faites un investissement de 2 000 € dans un programme qui vous permet de perdre du poids. Donc, le potentiel gain, c'est les X kilos que vous escomptez perdre. Oui, est-ce que oui ou non je vais faire cet investissement? Parce que dans l'absolu, j'ai envie de perdre ces kilos. Donc, j'ai envie de perdre ces kilos, il faut payer 2 000 €, etc. Rentre en cause la question de oui, mais quel effort je vais devoir fournir pour atteindre ce résultat? Dans le cadre de ce programme d'accompagnement à la minceur ou je ne sais pas quoi. Si vous prenez par exemple les plats tout faits, là, comme j'aime, ils font la pub tout le temps. Bon, j'ai peu d'efforts à fournir puisqu'ils me livrent des plats tout faits. Le seul effort que j'ai à fournir, c'est de supporter visiblement la qualité des aliments, qui apparemment est pas oufissime. Bon, c'est un effort. Et puis surtout, ça doit être fait sur la durée, parce que, a priori, vous n'allez pas perdre 10 kilos en 2 semaines. Et le troisième facteur que je vais évoluer, c'est le risque. Et ce que j'entends par risque, c'est la probabilité de succès. Est-ce que j'ai plus ou moins de chances que le résultat se réalise? Est-ce que j'ai plus ou moins de chances? Est-ce que j'estime qu'il y a une forte probabilité ou une faible probabilité que je perde ces 10 kilos? Ou que je perde ces 10 kilos en moins de 2 ou 3 mois, par exemple. Ce qui justifierait mon investissement. Si je veux investir dans un programme de formation à l'investissement, par exemple, à l'investissement immobilier, comme mon programme Liberty Cashflow, eh bien c'est quels efforts je vais devoir fournir pour avoir les résultats, mais aussi quelle probabilité de succès j'évalue d'arriver jusqu'au bout et effectivement de pouvoir faire un investissement qui va avoir une forte rentabilité et me générer des revenus passifs. Et donc, c'est sur la base de cette évaluation, combien c'est censé me rapporter, quels efforts il faut que je fournisse pour que ça me rapporte quelque chose, et quelle probabilité de succès j'évalue avoir, que je vais évaluer la valeur, que je vais mettre en lien, en fait, la valeur avec le prix qui m'est proposé. Et c'est cette perception triple qui va influencer, donc, notre décision, finalement, bien plus que le prix lui-même. Je vais prendre un exemple. Quand Lucas avait 5 mois, on a fait appel à un coach du sommeil pour nous aider. Pour l'instant, son sommeil se passait très bien
Et puis, on est parti en vacances, et les parents qui ont des enfants en bas âge connaissent ça très bien. Les vacances, c'est souvent, pas toujours évidemment, heureusement, ça cause souvent des dérèglements du sommeil chez les enfants. Donc quand ils sont petits comme ça, en gros, Lucas s'était mis à se réveiller plusieurs fois par nuit. Donc, certes, il y a des parents qui trouvent que c'est normal, ça va se passer avec le temps, ça va finir par se réguler. Moi, je suis plutôt de la team, chaque problème a sa solution. J'avais déjà entendu parler des coachings de sommeil pour les enfants, et du coup, je me suis dit, ok, après 2 semaines où il se réveillait à nouveau 2 fois par nuit, je fais no way, c'est hors de question. Donc, coaching du sommeil, 400 €. Et donc, en soi, on se dit probablement que tout le monde serait d'accord pour dire que pour récupérer son sommeil, avec toutes les conséquences qu'on sait que ça peut avoir, le déficit de sommeil dans sa vie, l'irritabilité, la perte de concentration, de focus, la dégradation des relations, notamment dans son couple, la baisse de productivité au travail, la baisse d'estime de soi, les sautes d'humeur, la dépression, enfin ça nous met dans un mood hyper négatif, etc. Avec toutes les conséquences que ça a, les conflits, machin. Quand on sait toutes les conséquences que ça a et qu'on se dit que ça peut être résolu avec un coaching sommeil pour son enfant avec 400 €, mais c'est un no-brainer, comme je disais. Sauf que, il faut mettre en relation cette idée de « Ah non, mais quels efforts je vais devoir fournir ?» et « Quelle garantie de succès je pense avoir ?» Et c'est ces 2 facteurs-là qui vont, en général, faire en sorte que les parents disent oui ou non. Parce que la vérité, c'est que si je te dis « Tu payes 400 € et t'es sûr que ton enfant, dès demain, il dorme, et tu récupères ton sommeil », même les gens qui ont moins de moyens vont vous dire « Ok, genre, je le fais ». Et en fait, la problématique, c'est toujours quels efforts il faut que je fournisse. Donc, en l'occurrence, c'était est-ce qu'il faut que j'adapte beaucoup mes habitudes et mon quotidien. Combien de temps ça va me demander aussi, ça va durer sur combien de temps ces efforts-là. Est-ce que je vais devoir supporter mon enfant qui crie et c'est un effort. En soi, c'est pas parce que je fais rien, mais émotionnellement, c'est énorme de laisser son enfant pleurer. Donc ça, déjà. Et ensuite, je sais pas si ça va marcher. Le seul truc que je peux voir, c'est qu'il y a plein de témoignages, de situations qui ressemblent à la mienne, mais je suis obligée de faire confiance. Et ensuite, chacun va évaluer est-ce que j'y vais ou non. Bon, on y est allé, ça a marché, on n'a plus jamais eu de problème avec son sommeil, problème réglé pour 400 €. Mais vous voyez que ça se complexifie. La dimension, la perception de valeur prend une autre dimension quand on parle d'investissement. Parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Prenons un exemple très investissement pur. Si par exemple, votre employeur vous dit j'ai une opportunité, tu peux souscrire à des actions de la société pour un tarif préférentiel et d'ici quelques années, vu la trajectoire de l'entreprise, tu peux t'en tirer à bon compte. Qu'est-ce que je vais faire ? Ok, donc ça me coûte combien de souscrire ? Mettons 10 000 €. Le potentiel de gain, 50 000 €. Ok ? Je vais regarder quoi d'autre comme critère ? Quelle est la probabilité que ça arrive ? Quelle est la probabilité que ça passe de 10 à 50 ? À quel horizon ça va le faire ? Parce que c'est pas pareil que ça le fasse en 1 an ou ça le fasse en 12. Clairement, et la rentabilité sera pas la même. Et enfin, le dernier critère, donc je vous ai dit probabilité de succès, et les efforts à fournir. En l'occurrence, dans cet exemple-là, je n'ai pas particulièrement d'efforts à fournir. J'ai une immobilisation de mon capital, certes, on peut appeler ça un certain effort, mais c'est tout. Et donc, je vais mettre en balance ces critères. Si 10 000 € c'est important pour vous, il y a l'effort d'immobilisation qui du coup est corrélé à la renonciation à d'autres projets. Donc ça, c'est le coût d'opportunité. Mais une fois que vous avez évalué ces critères, ok, est-ce que oui ou non, j'y vais ? Et là, encore une fois, ça va être assez personnel comme appréciation. Ça va dépendre de votre capacité à croire que l'entreprise va avoir cette trajectoire-là, votre appétence au risque, clairement, puisque ça reste de l'ordre de l'hypothèse, et que personne ne peut savoir quelle trajectoire l'entreprise va avoir. Et ensuite, par contre, c'est assez objectif de savoir quel effort vous allez devoir fournir. Sauf que si 10 000 € c'est 50% de mon patrimoine ou moins de 10% de mon patrimoine,
eh bien la perception du risque, mais finalement des efforts à fournir, le coût d'opportunité sera pas le même. Donc pour une même situation, 2 personnes n'ont pas forcément apprécié l'opportunité de la même manière. Voilà pour aujourd'hui et cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!